Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Restagno et je dois vous avouer quelque chose. Quand moi j'étais au lycée, j'aimais pas vraiment la physique. Et la raison pour laquelle j'aimais pas vraiment la physique, c'était que y avait quelque chose qui me paraissait important et qui était systématiquement négligé dans la première ligne des exercices de physique qu'on faisait, et c'était les frottements. On commençait toujours les exercices de physique en disant « on va négliger les frottements », alors que j'avais l'impression que dans ma vie quotidienne, c'était quelque chose qui n'était absolument pas négligeable. Et donc j'ai décidé de consacrer une partie de mon temps de recherche à mieux comprendre la physique des frottements. Alors, je vais vous en parler pendant un petit temps, je vais essayer de respecter le temps et je vais demander votre participation pour faire des manips à différents moments. Alors pourquoi je trouvais que la physique des frottements c'était intéressant? Pourquoi je trouvais que c'était absolument nécessaire de s'intéresser à cette question? Parce que des frottements, il y en a partout. Alors on pourrait citer, il y a plein de choses derrière moi. Il y a d'abord tous les objets qui tiennent avec des frottements. Les clous, les vis, ça tient parce que la vis frotte sur le bois. Les clous, ça tient parce que le clou, il frotte sur le bois. Moi-même, si j'avance, c'est uniquement parce qu'il y a des forces de frottement. C'est bien si on va dans une patinoire que sans frottement, c'est extrêmement difficile de se déplacer. Donc les frottements, c'est quelque chose qui est important dans la vie de tous les jours. Et contrôler les frottements, c'est aussi quelque chose qui est très important. On voit à droite, là, sur la personne qui fait de la moto et qui n'a visiblement pas réussi à contrôler les frottements, que c'est quelque chose qui est pas facile à maîtriser. En particulier, on voit que dans toute la phase où il était sur sa moto, il fallait que les frottements soient suffisamment importants pour que sa moto frotte bien sur la route et qu'elle ne dérape pas. Et puis, dans le moment un peu particulier où il s'est retrouvé sur le sol, là, il fallait à la fois suffisamment de frottement pour qu'il s'arrête à un moment donné. Sans frottement, il aurait continué ad vitam aeternam. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de frottement parce que les frottements, ça dissipe de l'énergie. Et dissipation d'énergie, ça veut dire chaleur. Et probablement, quelque part ici, à l'interface entre ces fesses et les graviers, si la dissipation est trop importante, la chaleur est trop importante. Et ça conduit à des brûlures très importantes. Alors d'un point de vue industriel, les frottements, c'est très contrôlé. Alors on parle de frottement solide et de frottement liquide. Dans un moteur, par exemple, c'est extrêmement important de contrôler les frottements. En particulier, pour les plus âgés d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que les huiles moteurs qu'on utilise, elles ont des numéros qui sont plus petits qu'il y a 20 ans. Et la raison pour laquelle les huiles moteurs ont des numéros plus petits qu'il y a 20 ans, c'est parce que les états de surface des pistons dans les moteurs sont tels qu'on peut mieux contrôler la pression, on a moins besoin de lubrifiant et on a moins besoin d'avoir des huiles très visqueuses. Et des huiles très visqueuses, ça pose un problème. Alors ça lubrifie mieux, ça évite que les moteurs s'abîment. Mais en contrepartie, comme l'huile est visqueuse, le fait que l'huile soit visqueuse, ça dissipe de l'énergie pour rien, pour empêcher juste le piston de coulisser dans le moteur, et c'est quelque chose de néfaste. Donc contrôler précisément l'état de surface entre le piston et la chambre dans un moteur, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les industriels. Alors il y a des applications biologiques. Je veux dire, un des enjeux majeurs aujourd'hui de la chirurgie réparative de la hanche, c'est d'arriver à des états de frottement entre les hanches artificielles et les têtes de fémur artificielles qui soient équivalents à ce qu'on rencontre dans la nature. Et si on n'arrive pas à fabriquer des objets qui ont les mêmes frottements sur une hanche artificielle que sur une hanche naturelle, eh bien, il se passe quelque chose de très désagréable, ça couine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes âgées dont la hanche couine. Moi, ma grand-mère, elle avait une hanche qui couinait parce que, évidemment, si on fait une hanche en titane, on ne fait pas exactement la même chose que si on fait une hanche naturelle. Donc ça dit qu'il faut contrôler les frottements, que les frottements, ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, et donc ça fait que ça fait des années que les physiciens essayent de mieux comprendre ces choses-là. Alors, je vais quand même essayer de commencer par définir un tout petit peu plus les frottements. Alors, j'y reviendrai plus précisément. Alors, ça va être l'expérience la moins enthousiasmante du monde, mais il y en a des mieux après, je vous promets. Qu'est-ce qu'on définit comme force de frottement? La force de frottement, c'est, on a un objet ici, c'est ici un bloc de téflon que je veux déplacer sur ce plan ici en dural, et je vais appeler la force de frottement, la force qu'il faut que j'applique ici pour mettre l'objet en mouvement. Et c'est ça que je veux contrôler. Je veux que cette force soit, suivant les cas, très importante, et là ça frottera beaucoup, ou peu importante, et là ça frottera pas beaucoup. On va faire un peu mieux dans la définition un tout petit peu après, et ça c'est ce qui s'appelle la loi de Coulomb. En fait, le premier à s'être intéressé de manière un peu scientifique à cette question-là,
du moins dans ce qu'on connaît dans le monde occidental, c'est Léonard de Vinci. Et vous voyez que Léonard de Vinci, le dessin de son expérience, c'est à peu près le même dessin que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire qu'il a un bloc sur un plan incliné, puis il mesure la force pour déplacer cet objet-là, essentiellement avec une poulie. Lui, il a une poulie que je n'ai pas emmenée, il a une poulie ici, puis il regarde la force avec laquelle il faut tirer pour déplacer cet objet-là. Donc c'est vraiment une vieille histoire, hein, on parle du XVe siècle là, et il établit quelque chose qui ressemblerait à des proto-lois du frottement qui ont été améliorées depuis. Lui, par exemple, sa méthode de mesure est tellement rudimentaire qu'il pense que tout frotte de la même manière. Il a une espèce de coefficient de frottement universel. Alors en fait, il faut attendre un peu plus tard, il faut attendre le XVIIe siècle pour avoir les premières lois du frottement établies de manière un peu sérieuse. Et on les doit à deux physiciens, Guillaume Amonton et Charles-Augustin de Coulomb, au XVIIIe siècle. Et là, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler vraiment désormais la physique moderne, c'est-à-dire une physique qui est à la fois poussée par des développements mathématiques qui permettent d'établir des lois un peu sérieuses, mathématiser les équations, ce que De Vinci ne sait pas faire, il n'a pas les outils encore à son époque, et puis des outils de mesure un peu plus précis, on construit des instruments scientifiques, et en particulier, Amonton est un ingénieur, Charles de Coulomb est un contrôleur du roi. On construit des instruments scientifiques parce qu'on est poussé par le début de l'industrialisation. Le XVIIIe siècle, c'est le tout début de l'industrialisation, des métiers à tisser, des machines de guerre qui commencent à devenir plus performantes. Et donc, c'est vraiment poussé par les besoins technologiques que Charles-Augustin de Coulomb et Guillaume Amonton ont établi les lois du frottement. Alors, les lois du frottement, je reviens à cette première expérience et je vais définir précisément ce qu'on appelle un coefficient de frottement. Le coefficient de frottement, c'est le fait que on a tous l'expérience du fait que si on essaye de pousser comme ça un meuble ou une machine à laver, etc., on voit bien que plus l'objet qu'on a à déplacer est lourd, plus il va falloir pousser fort. Donc il y a un lien de proportionnalité entre le poids de l'objet et la force qu'il faut que j'applique pour le déplacer. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient de frottement. Et ce qu'a écrit Coulomb, c'est que ce coefficient de frottement, il est constant, c'est-à-dire si j'ai un objet 2 fois plus lourd, il faut juste que je pousse 2 fois plus. D'accord ? Alors, il a établi un certain nombre d'autres propriétés du coefficient de frottement que je vais discuter tout de suite, mais c'est ça l'idée de base. Il existe un coefficient de frottement entre deux objets qu'on peut potentiellement mesurer. Alors, une première chose qui a vraiment excité les gens sur le coefficient de frottement et qui a résisté assez longtemps aux explications des physiciens, c'est la chose suivante. C'est que si je prends cet objet-là, et que j'essaye de le pousser pour le mettre en mouvement, je vais mesurer une certaine force. J'ai une grande surface de contact. Si je prends cet objet-là et je le mets comme ceci, d'après vous, ça frotte plus, ça frotte moins, ça frotte pareil? Vous avez un avis? Est-ce que ça frotte plus quand il y a une grande surface de contact? Est-ce que ça frotte plus quand il y a une petite surface de contact? Ou est-ce que ça frotte pareil? Alors, qui pense que c'est pareil? Qui pense que ça frotte plus quand la surface de contact est grande? Qui pense que ça frotte plus quand la surface de contact est petite? Ouais, c'est quand même assez mitigé, et quand même, j'ai l'impression qu'il y en a qui trichent. Ceux qui disent que c'est pareil, c'est parce qu'ils savent le résultat. Parce que quand même, moi j'ai un fils, maintenant il est grand, il a 16 ans. Mais quand il était petit, ce qu'il faisait quand il était vraiment pas content, quand il voulait vraiment pas que je l'emmène quelque part, quand il faisait un gros caprice, il se mettait comme ça, quand il voulait pas que je vienne. Et si en plus, il voulait vraiment pas que je l'emmène, il se mettait comme ça. Il se mettait comme ça en pensant que si la surface de contact était plus grande, alors le frottement serait plus grand. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui font ça, hein. Si on regarde les manifestants, ils font ça aussi. Donc quand même, au fond de nous-mêmes, si on ne connaît pas le résultat, on a très envie que quand la surface de contact est plus grande, le frottement soit plus grand. Et en fait cette loi-là, qui est une des propriétés du coefficient de Coulomb, écrite par Coulomb et Amonton au XVIIIe siècle, elle a résisté très longtemps aux explications des physiciens. Et c'est ces deux personnes qui s'appellent Frank Boden et David Tabor qui ont écrit, dans les années 50, la première explication des lois du frottement solide.
vous rendez compte, les années 50, c'est hier. Hein. C'est-à-dire, les années 50, on connaît la relativité restreinte, on connaît l'atome de Bohr, on connaît la mécanique quantique, on connaît l'effet photoélectrique, on connaît la radioactivité. Marie Curie, tout ça, c'est fini. Et le frottement solide, ça résiste encore. Et c'est ces deux personnes, dans les années 50, qui proposent le premier modèle microscopique satisfaisant et prédictif qui permet d'avoir une prédiction théorique de ce que c'est que le coefficient de frottement solide. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la chose suivante. Ils disent que, d'abord, oui, le frottement, ça doit être proportionnel à l'aire de contact. Plus c'est en contact, plus ça doit frotter. Mais par contre, ils disent, attention, quand deux objets frottent, en vrai, ils sont toujours un peu rugueux. Donc, ils ne touchent pas partout. Et en particulier, l'aire réelle de contact, c'est-à-dire l'endroit où les deux surfaces se touchent vraiment, est beaucoup plus petite que l'aire apparente de contact. Et donc, ce qu'ils expliquent, eux, c'est de dire, ah oui, mais si la surface est grande, alors les aspérités qui sont au contact, elles ressentent chacune une toute petite force, donc elles sont à peine écrasées. Donc l'aire de contact n'est pas si grande. Si maintenant je concentre les forces, alors chacune des aspérités, elle subit une force qui est importante, et comme elle subit une force importante, alors elle est très écrasée, et l'aire de contact réelle est importante. Donc en fait, c'est à cause de ces mécanismes-là qui prévoient que l'aire réelle de contact, qui est toujours la même, là si j'appuie plus ou moins, l'aire réelle de contact, elle est proportionnelle à la force avec laquelle j'appuie. Ça, c'est vraiment une idée très importante des années 50. Alors, il y a une autre propriété du coefficient de frottement solide qui est intéressante et qu'on peut illustrer par cette expérience. En fait, cette expérience-là que je vous ai amenée, c'est un exercice dans un livre de physique. C'est un exercice dans un livre de physique des années 20. Il y a un physicien qui s'appelle Sommerfeld. Donc Sommerfeld, c'est juste après l'atome de Bohr. Pour ceux qui se rappellent des images des atomes, là où on décrit un noyau au centre avec des électrons qui tournent sur des cercles. En fait, ce qu'a fait Sommerfeld, c'est qu'il a compliqué le calcul de Bohr. C'est vraiment chiant comme calcul. Il a compliqué le calcul de Bohr pour regarder ce qui se passait si les orbites des électrons étaient elliptiques et pas circulaires. Donc c'est un grand physicien. Il a fait un grand cours de physique qui est disponible dans les bibliothèques. Il proposait cet exercice qui, vous avez une règle ici, homogène, hein, je veux dire, elle a un trou dedans, mais ce n'est pas important pour ma démonstration. Et la question c'est, si je mets mes deux mains comme ceci, et que je rapproche mes deux doigts, sans y penser, quoi que je fasse, si tout se passe bien, si la physique marche, ça c'est important ça, si la physique marche, alors mes doigts doivent se rencontrer exactement au milieu de la règle. Quoi que je fasse, il n'y a pas moyen de faire autrement. Est-ce que tu veux essayer de faire autrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une manip? Toi, ça te dit de venir? Tu veux bien venir tu veux bien essayer? Viens. On va voir si tu arrives à tricher contre la physique. Donc mets-toi comme ça. Vas-y, mets-toi face à la salle. Voilà. Donc tu mets tes doigts comme ça. Et l'objectif, c'est que tu te concentres bien et que tu essayes, là c'est le milieu, mais je veux que tu ne t'arrêtes pas au milieu. Je voudrais que tes deux doigts, quand ils se touchent, quand tu les as mis ensemble, ils s'arrêtent là. Vas-y, concentre-toi. Concentre-toi bien. Hein. Là, hein, j'ai dit, hein. Pas là. Hein. Là. Non, mais pourquoi tu bouges? Vas-y. Là. Mais j'avais dit là. Non, tu triches, tu le tiens avec ton pouce. Non, ça marche pas. On ne peut pas tricher contre la physique. Et donc, merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette expérience? On voit plusieurs choses d'abord. On voit d'abord la première loi de Coulomb, celle que je vous ai énoncée, qui est de dire que ça ne va pas frotter pareil sur mon bras droit, sur ma main droite ou sur ma main gauche, en fonction de la position des doigts par rapport au milieu. Sur les doigts qui sont très, très loin, la force avec laquelle ça appuie est petite, à cause du moment des forces. Donc comme ça n'appuie pas beaucoup sur mon doigt, c'est facile de le bouger. Donc au début, quoi que je fasse, c'est le doigt le plus loin qui se déplace. Puis il y a un moment donné où les deux doigts sont à la même distance. Et là, il y a un autre phénomène physique qui apparaît, qui est que le coefficient de frottement dynamique, c'est-à-dire le frottement quand on bouge est plus petit que le frottement quand on ne bouge pas. Donc j'arrive à continuer plus loin que l'égalité des distances, jusqu'à ce que là, ça ne marche plus. Et là, on va alterner des moments où ça bouge à gauche, ça bouge à droite. Et quoi qu'on fasse, on arrivera toujours au milieu de la règle.
Donc s'il y en a qui veulent essayer après, vous êtes les bienvenus pour essayer ça. Donc cette différence entre le coefficient de frottement statique et le coefficient de frottement dynamique, c'est quelque chose de très important. Et ça, vous le savez, vous en avez l'expérience tous les jours. Enfin, tous les jours, non, j'espère pour vous, pas tous les jours. Quand on déplace une machine à laver, vous savez, c'est le moment, j'ai déjà pris cet exemple, ou un meuble, là, mais ça, c'est un truc un peu petit joueur. Quand on déplace une machine à laver, il y a quand même un moment où c'est très très dur, et une fois que ça bouge, il ne faut surtout pas s'arrêter, quoi. Une fois que ça bouge, une fois que ça glisse, ça frotte beaucoup moins. Et ça, c'est la mesure de ce que je suis en train de vous dire, avec une forme un peu prétentieuse, qui est le coefficient de frottement dynamique, donc le frottement quand on bouge, est plus petit que le coefficient de frottement statique. Et ça a plein de conséquences dans la vie de tous les jours. La règle, c'est une chose jolie, ça a cette conséquence très désagréable quand on va à l'école. Alors, il y a de moins en moins des tableaux comme ça avec une craie dans les écoles, mais la craie qui crisse, je suis sûr que pour ceux qui ont connu la craie, c'est un des pires souvenirs de... Hein, c'est pénible. Et la craie qui crisse, c'est vraiment cette signature du fait qu'il y a des moments, exactement comme mon doigt, il y a des moments où la craie est accrochée au tableau, il y a des moments où elle glisse, elle est accrochée, elle glisse, il y a un mouvement de coller-glisser, et c'est ce mouvement de coller-glisser qui est amplifié par la craie qui agit comme un petit résonateur qu'on entend. Alors vous allez dire, bon, bah oui, c'est sympa la craie, mais c'est un peu anecdotique. Mais non, ce qui n'est pas anecdotique, c'est qu'il y a un autre phénomène qui est exactement pareil que la craie qui crisse au tableau, c'est le tremblement de terre. Les tremblements de terre, c'est exactement ça. Vous avez deux failles qui frottent l'une contre l'autre, et deux failles qui frottent l'une contre l'autre. Il y a des moments où ça ne bouge pas, ça c'est des moments un peu favorables, et il y a des moments où ça se met à bouger, ça c'est les moments défavorables, où il y a de l'énergie élastique qui était stockée, qui est relarguée d'un coup. Et ça, c'est exactement que ce que je vous ai présenté avec la règle. Et ce qui est assez remarquable sur la physique des frottements, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux communautés de scientifiques qui s'intéressent beaucoup au frottement. Vous avez la communauté des ingénieurs, beaucoup, qui s'intéressent à ça pour toutes les raisons pratiques que je vous ai dit, mais vous avez aussi toute la communauté des géophysiciens, parce que la géophysique, les tremblements de terre, c'est exactement une physique de mouvements collés-glissés, comme vous avez là. Alors, moi, je vous ai dit que je m'étais intéressé au frottement depuis tout petit, depuis que je fais de la physique, et c'est vrai, quand j'étais, ça c'est pas une photo de ma thèse, mais quand j'étais en thèse, je me suis intéressé à la physique des tas de sable. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la physique des frottements dans les tas de sable, et plus exactement, l'expérience que je faisais, c'était une expérience dans laquelle je prenais un tambour, ça c'est la manip de ma thèse, là je prenais un tambour tournant, dans lequel je mettais des billes de verre, et je regardais l'angle à partir duquel l'avalanche apparaissait. Donc je mesurais vraiment le frottement dans les billes de verre. Et ce que j'ai montré pendant ma thèse, c'est que l'angle à partir duquel l'avalanche apparaît dans un tas de sable, elle dépend de deux paramètres, elle dépend de l'humidité. Plus c'est humide, plus on arrive à faire tenir le tas de sable à un angle élevé, donc plus ça frotte à l'intérieur du tas de sable. Et puis une autre chose que j'ai montré pendant ma thèse, c'était que le frottement dépendait de l'âge du tas de sable. C'est-à-dire, je secouais mon sable, je le posais, j'attendais, je regardais l'avalanche. Si j'attendais plus longtemps, l'avalanche ne se faisait pas au même angle. Et la raison pour laquelle il y a ce qui s'appelle un vieillissement du frottement dans un matériau granulaire, c'est la possibilité d'avoir à l'intérieur de ces matériaux granulaires des petits ponts liquides qui agissent comme des petites ventouses entre les grains de sable. Et ces petits ponts liquides qui agissent comme des ventouses entre les grains de sable, eh bien, ils viennent coller les grains de sable les uns contre les autres, et en collant les grains de sable les uns contre les autres, ils augmentent le frottement. Donc j'en étais là de ma vie, quand il y a à peu près 6 ans, il y a des gens de la télévision, je faisais pas mal d'émissions, On n'est pas que des cobayes à une époque, c'était une émission de France Télévisions, et ils m'ont dit, tiens, toi qui es un spécialiste des frottements, viens donc voir, on a une expérience à te montrer. Alors, l'expérience qu'ils m'ont montrée, c'est très corporate de prendre le journal du CNRS. Vous prenez 2 magazines ou 2 livres, vous entremêlez les pages, une par une, c'est juste comme ça, et vous essayez de les séparer, et ça résiste. Et la question c'était, est-ce que tu peux expliquer ça? Alors en fait, je me disais, oui, bon, c'est pas très impressionnant. Ils m'ont dit, non, mais regarde mieux, si on fait la même chose, mais on ne prend pas 2 magazines du CNRS, mais on prend 2 annuaires. Alors les annuaires, pour les plus jeunes d'entre vous, parce que les plus jeunes, ils ne savent pas ce que c'est un truc dans lequel on trouvait les noms et les numéros de téléphone de tout le monde. C'est un peu comme Google, mais avec des feuilles, quoi.
Et donc moi, j'ai fait ces expériences-là quand il y avait encore des annuaires. Maintenant, ça devient compliqué, donc il faut manipuler ça avec cet objet. Donc on a ici 2 annuaires dont les pages sont entremêlées. Alors on ne va pas les démêler, mais je vais vous demander de me faire confiance. Il n'y a pas de colle, hein, c'est juste, on alterne une page, une page, une page, une page. Et je vais être totalement honnête avec vous, on va faire un truc. On va juste mettre un tout petit morceau de scotch pour faire l'expérience avec vous. C'est pour votre sécurité, en fait. Alors c'est du scotch déménageur, hein, c'est pas violent, mais c'est juste, c'est important, je vous dirai pourquoi après. On met juste 2 petits bouts de scotch pour tenir les choses. Et là, l'idée, c'est, est-ce que ça tient? Voilà, le bout de scotch, il faut le mettre bien. Voilà. Est-ce que ça tient? Alors, j'y arrive pas à le séparer. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 enfants pour séparer? Ça te dit de venir? Et un autre. Vas-y, viens. Vas-y, prends ça là, ce fil là, cette corde, pardon. Vas-y. Alors, on va faire attention. On va se mettre devant, c'est pour l'ordinateur. Hein. Voilà. Donc, est-ce que vous réussissez à les séparer? Allez-y. Fort, fort. Est-ce qu'on peut avoir 2 enfants de plus? Allez, les 2 là. Attention, 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 je me mets là parce que si. Vas-y, aide-le. Deux enfants de plus? Ouais, allez, vous 2 là. Deux adultes qui donneraient un coup de main? Un de chaque côté, un de chaque côté. Attendez, revenez au milieu, revenez au milieu, revenez au milieu, revenez au milieu. L'exercice n'est pas de tirer plus que les autres, l'exercice c'est séparer les deux paquets. On va pas y arriver, hein. Bon, eh ben, écoutez, s'il y en a qui veulent essayer après, on va arrêter là. Merci beaucoup à vous, hein. Merci à vous. Alors, je m'étais dit, oui, c'est vraiment impressionnant. Et puis ils m'ont montré la séquence, quoi. Située à Étampes, en la région séquence parisienne. de l'émission, c'était L'équipe celle-là. des cobayes s'affaire donc pour mettre en place l'énorme dispositif de l'expérience. Le tout supervisé par Jérôme Charbonnel, le propriétaire de cette casse auto. Bonjour. Salut Jérôme. Ça va? Je te Bonjour présente Jérôme. Vincent. Jérôme, c'est le spécialiste de la pelle, c'est le spécialiste de la ferraille, c'est le spécialiste de la casse. Donc c'est lui qui va nous aider à réaliser notre défi de soulever cette voiture. J'imagine que tu as sélectionné pour nous. Cette voiture, c'est la plus belle de mon parc. C'est vrai qu'elle est très belle. Ah ouais, c'est la plus belle, elle est pas toute jeune. Je crois que j'en ai une comme ça il y a 20 ans, tu vois. Jérôme, elle pèse combien cette voiture? 600 kilos. 600 kilos qui devraient être suspendus grâce à simplement 2 annuaires dont les pages sont entremêlées. Si on y arrive, Si on y arrive, c'est complètement je serais très fou, content. hein. Avant de réaliser le défi, il faut sangler la voiture. Mais attention à bien répartir le poids. Pour pas qu'elle soit déséquilibrée, on va essayer d'écarter Ouais. un peu au maximum les sangles. Une fois les sangles en place, il est temps d'amener la dernière pièce. Voilà les annuaires. Les Alors, je vais vous annuaires donner sont les donc résultats, reliés ils d'un arrivent à côté soulever aux la sangles voiture. qui entourent la voiture Donc, et c'est de très l'autre à des impressionnant. sangles qui encercleront une poutre en bois. Ouais, parce qu'en On fait, attend là, 2 ce minutes. bastin, Allez, on va attend 2 minutes. être pris dans la pince. Hein. Pris dans la pince à l'intérieur. Oui. Quand tu vas être à la manœuvre à l'intérieur de la grue, il va falloir faire très délicatement. Parce qu'on peut imaginer que des à-coups déchirent en fait les pages du... Ouais. Le moment de vérité approche pour nos cobayes. Jérôme prend place dans la grue, il approche la pince délicatement vers le morceau de bois. Tu peux avancer encore un tout petit peu. L'opération est délicate. Il faut que le bastin soit bien placé entre les pinces, sinon il risque de glisser. C'est bon, tu peux refermer. Attention les doigts. Ok, là c'est top. Là. Une fois cette étape réussie, Jérôme met sous tension les sangles avant de pouvoir soulever. Donc là, le dispositif est en place, les sangles sont bien posées, le bastin il est dans la pince. Oula, ça y est, ça Ça décolle déjà. La voiture commence à bouger. Les roues arrière décollent. Pour l'instant, les annuaires encaissent le choc. Elle va décoller. J'espère que ça va marcher. C'est beau, regarde, elle décolle. Voilà, donc vous voyez, ça marche. Ça craque pas. Et alors, la seule raison pour laquelle je mets du scotch, Là, on est à 50 c'est cm. que des fois, quand vous Bah, tirez, continue vous secouez tout les doucement, pages comme sans ça. à-coups. Et si vous Élise secouez a trop les raison pages, d'être alors vous les, inquiète. Le moindre vous les coup de la désemmêlez, part de mais pas de la Jérôme bonne pourrait fragiliser manière, les et les choses Il s'arrêtent. continue.
Alors, j'étais très embêté par cette manip-là, parce que je ne la comprenais pas. Et c'est très désagréable, vous allez à la télé, on vous dit oui, vous êtes un spécialiste des frottements, vous allez nous expliquer exactement comment marche cette expérience, et je ne la comprenais pas. En particulier, il y avait plein d'explications sur Internet qui étaient fausses, il y avait cette explication-là que je vous ai mise qui disait, bon, alors on a 1500 pages comme ceci, et le poids des pages appuie, et comme le poids des pages appuie, et qu'il y a plein de pages, c'est difficile à séparer. Ouais, mais ça ne marche pas, parce que la manip, ils la font comme ça, donc les poids des pages ne les collent pas les unes contre les autres, donc cette explication, elle était foireuse. La deuxième explication qu'on trouvait sur Internet, c'était de dire oui, mais alors, vous avez plein de pages, ça fait une grande surface de contact, et une grande surface de contact, c'est pour ça que ça colle. Je vous ai montré, je vous ai dit que le frottement, ça ne dépendait pas de la surface de contact. Donc il n'y avait que des explications qui ne marchaient pas. Et comme il n'y avait que des explications qui ne marchaient pas, on a décidé au laboratoire de faire les expériences sérieusement. Donc il y avait Hector Alarcon qui était en postdoc, et on a vraiment fait l'expérience. On a pris une page, 2 pages, 3 pages, on les a mises dans une machine de traction, on a mesuré la force pour séparer les pages. Alors si on a trop de pages, on arrive à séparer, et c'est ça qui nous intéressait. Et je vous montre juste la courbe. Alors, je ne veux pas vous embêter avec la lecture d'une courbe dans des coordonnées un peu pourries, mais ce que vous dit cette courbe, c'est que si vous passez de 10 pages à 50 pages, vous multipliez juste le nombre de pages par 5, vous multipliez la force nécessaire pour les séparer par 1000. La force, elle augmente extraordinairement avec le nombre de pages, et même elle augmente exponentiellement avec le nombre de pages. Et on n'arrivait pas à comprendre ça. On avait ces données expérimentales et on a traîné, on n'est pas très fort, hein, on a traîné pendant des mois avec ces données-là. Et puis on s'est dit que finalement, on a compris le truc. Et la physique qui est derrière ça, c'est la même physique qui fait que c'est ultra dur. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est ultra dur de tirer sur une ceinture quand elle est autour de nous, même si ça ne frotte pas beaucoup. Et une autre manière de voir les choses, on peut faire une autre expérience qui est là. J'ai besoin de 2 volontaires maintenant. À nouveau. Oui, les jeunes. Là. Non, vous. Ah, excusez-moi, non, on va changer de jeunes. Désolé. Non, mais vous pourrez les faire après. Vous. Alors, je suis désolé pour les parents parce que les jeunes, c'est précieux et l'expérience est dangereuse. Alors, mettez-vous comme ça. Un là, un là, un là, un là. Mettez-vous loin. Levez la barre. Alors, la compréhension du mécanisme physique, c'est la même qui se passe dans les annuaires, c'est exactement la même chose que de ce qui se passe là. Donc, je vais lâcher la clé. Donc, le but, c'est de ne pas prendre la clé dans le visage. Hein. Pour les parents, je suis désolé. Normalement, jusqu'à présent, j'ai touché aucun enfant. Il n'y a pas vos parents ? Ça ira alors. Ok, je lâche la clé, attention. Et, alors évidemment, ça s'est mal passé, mais ça aurait plus mal se passer que ça. On refait. Donc vous voyez que, évidemment, la bouteille, elle est beaucoup plus lourde hein, que la clé. Alors il se passe 2 choses intéressantes. Je vais m'intéresser uniquement à l'une d'entre elles, qui est que dès qu'il y a un tour de fil autour du bâton, ça suffit à tenir la bouteille. On rééquilibre le poids de la clé Allen avec la clé plate. Merci. Merci beaucoup. On rééquilibre le poids de la clé uniquement avec la force de frottement. Et ça, c'est un effet physique qui est bien connu. C'est un effet physique qui s'appelle la physique du cabestan. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la force de frottement, quand on tourne autour d'un fil, elle augmente exponentiellement avec l'angle. Alors, je vous passe le détail des maths, mais on peut quand même comprendre ce qui se passe. On peut comprendre ce qui se passe parce que si on a ici le bâton et on a le fil comme ceci, s'il est comme ceci, ça frotte très peu. Mais si on commence à enrouler un petit peu le fil, comme ma main, autour du bâton, on voit que quand je tire sur le fil, en même temps, j'appuie sur le fil. Donc, plus je tire, plus j'appuie. Et donc, c'est ce phénomène-là qui conduit à une augmentation exponentiellement de la force de frottement avec l'angle. Et ça, c'est très utilisé. Alors, moi, je cherchais un volontaire. Alors, j'ai demandé au CNRS si on pouvait faire la manip ici. Et ils m'ont dit, non, on ne peut pas, parce qu'il y a des histoires d'assurance. Parce que mon objectif, c'est de faire la même manip, mais remplacer la bouteille
par un enfant et la clé par la bouteille. Alors, vous allez dire, ça ne marche pas, mais si ça marche, il y a un Norvégien qui a tenté le truc. Alors, je vous montre que ça marche. Ok, da er vi klare. Donc, lui, il fait la bouteille. Hein, et là, vous avez le truc rouge, là, qui est une masse qui fait la clé. Plate. Da slipper vi kula. 3, 2, 1. Et là, ça pourrait mal se passer quand même. Hein. Il y a le moment où le truc rouge pourrait rencontrer le monsieur qui descend. Mais ça marche bien. Donc la prochaine fois, s'il arrive à négocier mieux avec le CNRS, on fait ça. Donc en fait, à quoi ça sert? Ça sert à ça en fait. Ce phénomène-là, pourquoi on dit que c'est la physique du cabestan? En fait, ça, sur les bateaux, il y a plein de dispositifs comme ça où on tire les voiles, où on tire l'ancre, etc. Et on utilise un dispositif où on entoure une corde ou une chaîne autour d'un objet qui s'appelle le cabestan et qui tient comme ça. Alors la physique du cabestan, il y en a dans la vie de tous les jours. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a même des collègues dans les années 2010 là qui ont montré que l'ADN à l'intérieur d'un virus, c'était comme un cabestan à l'envers. Ils ont regardé la force qu'il fallait pour tirer l'ADN d'un virus à l'extérieur du virus. Et ils ont regardé comment la force ici, elle augmentait avec la longueur d'ADN à l'intérieur du virus. Et ils ont montré que ça augmentait exponentiellement, exactement comme le cabestan. Donc en fait, l'ADN dans un virus, c'est comme une corde à l'intérieur d'un cabestan. C'est vachement marrant. Alors on en était là. Je vous ai dit, il y a un lien entre les deux. Oui, il y a un lien entre les deux, et en fait, ce n'est pas moi qui ai vu le lien entre les deux, c'est mes collègues qui sont là, qui sont Thomas Salès, qui est chargé de recherche au LOMA à Bordeaux, Élie Raphaël, qui est directeur de recherche à l'ESPCI, et Kerry Danlo-Kiveres, qui est professeur à l'université de McMaster. Et en fait, ils ont dit, enfin, on a dit ensemble, mais ce qu'on a compris, c'est que finalement, les deux annuaires, c'est plein de cabestans. Vous voyez, en fait, quand je mets mes mains comme ça, quand je mets les pages entremêlées, en fait, je crée un angle. Les pages, elles voudraient être comme ça, et je crée un angle. Et donc, plus j'enfonce, plus l'angle est élevé, plus les pages sont épaisses, plus l'angle est élevé, et c'est exactement ça qu'on a. Et donc, en fait, on peut montrer que dans cette expérience-là du cabestan, la force, elle augmente exponentiellement, comme dans le cabestan, avec une chose qui dépend de l'angle. Et ce nombre-là, on peut l'appeler le nombre d'Hercule. Il dépend du coefficient de frottement entre les pages, on comprend bien. L'épaisseur entre les pages, pour la raison que je vous ai dite. Le nombre de pages au carré, alors ça augmente avec l'exponentielle du nombre de pages au carré, ça c'est très très violent. Hein. Et inversement proportionnel à la distance, puisque plus on s'enfonce, plus l'angle est élevé. Donc on a réussi à comprendre cette expérience-là. Alors en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et il y avait quelque chose qui nous a embêtés pendant quelques temps, pas si longtemps que ça, c'était que quand on mesurait le coefficient de frottement entre les pages de papier dans nos expériences d'annuaire, on trouvait un coefficient de frottement qui dépendait du nombre de pages. Et ça, c'était moche. Parce que le coefficient de frottement, on se disait, ça doit dépendre du papier, ça ne doit pas dépendre du nombre de pages. C'est une propriété intrinsèque du papier. Mais en fait, la raison pour laquelle le coefficient de frottement dépend du nombre de pages, c'est de manière un peu cachée le fait qu'à nouveau, dans le papier, ce n'est pas un matériau complètement neutre du point de vue de l'humidité. Et il se fabrique des petits ponts capillaires exactement comme les petits ponts liquides qui apparaissaient pendant ma thèse. Alors quand il n'y a pas beaucoup de pages, ces ponts, ils ont une force très importante, ils ont une amplitude qui est presque aussi importante que la force de frottement, alors que quand la force est très importante, on s'en fiche de ces ponts liquides. Donc c'est pour ça qu'on a ici un coefficient de frottement qui dépend du nombre de pages. Alors j'arrive presque à la fin. Ce qui est marrant, c'est que vous allez dire, oui, mais bon, tout ça, on s'en fiche des annuaires. Mais non, on ne s'en fiche pas des annuaires. On ne s'en fiche pas des annuaires parce qu'il y a quelque chose dans la vie de tous les jours que vous avez tous sur vous qui fonctionne exactement sur le principe des annuaires. C'est ça, la laine. La laine, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, la laine, on part de poils de mouton qui font ça, allez, peut-être ça, et on en fait des kilomètres. Et comment on fait des kilomètres de laine avec des poils qui font 10 cm? On fait ça avec un rouet. Et ce qui est très important dans un rouet, c'est qu'on met les fils de laine ensemble et on tourne. Et on fait plein de petits cabestans. On fait plein de petits cabestans qui représentent exactement, qu'on peut voir ici. Quand on entoure les fibres les unes sur les autres,
on fait plein de petits cabestans en parallèle, et la physique de la laine, c'est exactement la même que la physique des annuaires. Ça, c'est des expériences qui ont été faites par mon collègue Jérôme Crassou et Antoine Seguin. Jérôme Crassou est à l'Institut de physique de Rennes, et Antoine Seguin est au laboratoire FAST. Et j'avais une manip supplémentaire quand même. Pas très impressionnante, je vous l'accorde, mais à un moment donné, j'avais prévu de monter une manip supplémentaire. Ah si, elle est là. Il y a un bout de la manip là. Bon, mais je vous ai pas, elle n'est pas très impressionnante, moins que les annuaires. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des poils de fil comme ceci. Ils en ont mis 2 comme ceci, et puis ils les ont tournés. Si j'arrive à retrouver l'autre bout, je vous montrerai l'autre bout, mais... Ah si, il est là. Pas très ordonné, hein. Donc, leur expérience, c'était vraiment ça. Ils prenaient des touffes de poils comme ça. Ils les mélangeaient un peu comme ça. Ils les tournaient, ils disaient 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours. Voilà. 9 tours, 10 tours. Et ça tient comme les annuaires. C'est exactement la même physique que les annuaires. Donc en fait, vous avez tous plein d'annuaires sur vous. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve vachement marrant. Alors, des systèmes entremêlés, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est un article de 2022 qui comprend en détail la physique, quel est l'angle optimal avec lequel il faut tourner des fibres dans un tissu. En fait, quand on regarde, les gens savent le faire, évidemment. L'industrie sait faire ça depuis des années, mais ils ont regardé ça en détail. Il y a d'autres systèmes entremêlés, je vous les passe vite là, je vous en passe vite un. Des collègues, ça c'est Pascal Daman de l'université, quelque part en Belgique, et Thomas Salès qui ont regardé des tas de chaînes de salles de bain. Vous voyez les chaînes de salles de bain là, avec des billes comme ceci, des petites chaînes de billes connectées. Ils ont fait des tas de chaînes de billes où ils prenaient 2 billes, 4 billes, 5 billes, etc. Enfin là, en l'occurrence, 3 billes, 5 billes, 10 billes et 30 billes. Et vous voyez que suivant la longueur avec laquelle vous avez les bouts de fil de chaîne de salle de bain que vous gardez, la forme des tas de billes est très différente. Et la forme des tas de billes est très différente parce que, à nouveau, quand vous voulez tirer quand vous voulez sortir un bout de chaîne des autres, bah c'est très facile si vous avez 2 billes, et plus vous avez une chaîne qui est longue, plus sortir le bout de la chaîne est important. Donc au fond, moi ce que j'aime, puisque je vous ai parlé de frottement depuis à peu près 40 minutes, ce que j'aime dans la physique des frottements, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir à toutes les échelles. On peut faire de la physique des frottements à l'échelle du laboratoire, à l'échelle du mètre, disons, et puis on peut faire des frottements à l'échelle du nanomètre. On peut aller regarder ce qui se passe quand on vient faire frotter un nanotube sur une surface. Ou alors on peut regarder ce qui se passe quand on a des continents qui glissent les uns sur les autres. Et au fond, les lois qui régissent un nanotube qui fait quelques atomes qui frottent sur une surface ou 2 continents qui font des centaines de kilomètres sur des surfaces, ce sont exactement les mêmes lois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement chouette de la physique, c'est l'universalité des lois qu'elle produit et qui permettent d'interpréter des phénomènes extrêmement différents, à différentes échelles, tout en gardant le même formalisme. Alors, vous allez bientôt rentrer chez vous. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit. Ça, c'est compliqué, ça. Bon, alors, un truc, le coefficient de frottement. Il existe un coefficient de frottement qui est la relation entre la force avec laquelle je pousse et le poids d'un objet. Ensuite, l'humidité. Que l'humidité joue sur les frottements, c'est quelque chose qui n'est pas très important. Et puis, une dernière chose, cette histoire d'angle. L'angle dans les frottements, ça amplifie beaucoup les forces en jeu. Et puis la dernière chose que je voudrais dire à tous, et en particulier aux plus jeunes, c'est qu'il faut croire en la physique. Et je voudrais vous prouver qu'il faut croire en la physique, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment en la physique pour croire que les lois des annuaires sont suffisamment robustes pour faire ça. Which has never been done before. And he's relying on just the friction between the pages of 2 books to save his life. Even though the science makes sense, everything in my body was telling me, do not do this. And you have to mentally overcome that.
I was shaking. I was actually shaking. And that's not something I've experienced before. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. See you on the other side. 2, 1. When I jumped, and I remember thinking to myself, what have you done? I had just made the biggest mistake that I was ever going to make. Voilà, croyant la physique, je vous remercie.